Le crépuscule de la France d'en haut, c'est le titre de votre dernier ouvrage. Christophe Gulluy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe donc. Si vous voulez sortir du convenu, si vous voulez sortir du préconçu et des discours stéréotypés, il faut que vous lisiez ce livre. Constat diagnostic, c'est un propos très vif que vous tenez sur une France fracturée. D'un côté, cette classe supérieure, c'est comme ça que vous l'appelez, cette nouvelle bourgeoisie que vous décrivez comme assise sur son patrimoine immobilier, ses certitudes, son pouvoir, et de l'autre, la classe populaire. Partons du diagnostic. C'est quoi cette nouvelle bourgeoisie? C'est qui? Alors déjà, c'est le modèle mondialisé qui a produit cette nouvelle bourgeoisie, cette nouvelle France d'en haut, qui n'est pas seulement les riches. Il y a les riches effectivement en haut, mais il y a aussi tous ceux finalement qui sont concentrés dans les grandes métropoles mondialisées, là où se trouve l'emploi, là où se trouvent les richesses, là où on a effectivement ces dernières années l'essentiel du PIB français qui est produit. Et cette nouvelle bourgeoisie-là, elle est effectivement aujourd'hui dans une logique finalement de laisser à l'écart tous les autres territoires. De ce que j'appelle la France périphérique. La France périphérique, celle des petites villes, des zones rurales, des villes moyennes. Et si on ajoute l'ensemble de ces territoires, on a 60% de la population. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'essentiel des catégories modestes, des ouvriers, des employés, des jeunes issus de ces catégories, des retraités issus de ces catégories, vivent dans cette France périphérique. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que pour la première fois dans l'histoire, les catégories modestes ne vivent pas là où se crée l'emploi, là où se crée la richesse. J'aimerais qu'on revienne sur ce concept de bourgeoisie et de classe populaire. J'ai eu l'impression, moi, en vous lisant, d'une nouvelle lutte des classes. Mais vous dites non. Vous dites un brouillage des classes. Pourquoi? Bien sûr, on n'est pas dans la lutte des classes à l'ancienne, avec une classe ouvrière consciente d'une logique d'affrontement de classe, et puis une bourgeoisie qui serait dans une posture de classe assumée. Non, on est au contraire dans un brouillage de classe absolu, avec des catégories supérieures qui ne s'estiment pas finalement comme une catégorie en haut, mais plutôt comme des gens ouverts et finalement assez bienveillants avec le reste de la population. C'est une tromperie, ça. Alors, c'est une tromperie. Je veux dire, là encore, il n'y a pas de complot. Je veux dire, tout ça est inconscient. Et inversement, des catégories modestes qui ont une perception, j'allais dire, commune de ce qu'est devenu le pays, de ce qu'est devenu finalement de ce que devient la mondialisation sur ces territoires-là. Donc, on voit bien des gens qui sont ouvriers, employés, petits paysans, etc., qui vont avoir une même perception de est-ce que je bénéficie ou non du modèle mondialisé. Donc, vous avez d'un côté... Et la réponse est non, selon vous. La réponse est non. C'est-à-dire quand on regarde les indicateurs de niveau de vie, par exemple, les ouvriers et les employés, le niveau de vie a stagné ou baissé ces dernières années. Inversement, celui des catégories supérieures a augmenté. Et on voit bien que là, la géographie sociale nous parle beaucoup. C'est-à-dire que les territoires qui marchent le mieux sont effectivement ceux qui sont ceux des grandes métropoles. C'est pas un modèle d'ailleurs franco-français. Propre à la France, oui, bien sûr. Si vous avez les effets territoriaux d'un modèle économique mondialisé qu'on a choisi finalement. Et aujourd'hui, on a les effets. Mais vous les avez aussi en Grande-Bretagne. Le Brexit, c'est le vote de la Grande-Bretagne périphérique, de l'Angleterre périphérique. Oui, on l'a bien vu dans les chiffres. Mais, et donc vous avez une contestation du modèle mondialisé qui va émerger de l'ensemble de ces territoires-là. Ça ne veut pas dire que les gens étaient a priori contre la mondialisation, contre la société dite ouverte. D'ailleurs, bon, je me moque un peu de ce concept de société ouverte parce que quand on regarde les choses, les gens qui prônent la société ouverte ne sont pas ceux qui en réalité sont réellement dans l'ouverture. Vous la moquez même sévèrement. Oui, il faut railler un peu tout ça parce que c'est vrai que là encore, ça fait partie du brouillage de classe. L'idée du monde ouvert, de la société ouverte, cache en réalité un grégarisme social très très fort de ces catégories sociales, une concentration dans l'espace de ces catégories sociales, puisqu'on voit bien une hyper-concentration des classes supérieures dans ces métropoles mondialisées. Et donc inversement, vous avez en face des gens qui vivent sur des territoires très fragiles économiquement, très fragiles socialement. Et pas seulement les campagnes, vous insistez, c'est pas de la ruralité, il y a aussi des petites villes, des villes moyennes. Il faut absolument. Alors il y a un concept qu'il faut oublier aussi, c'est cette division de l'espace entre rural et urbain. Tout ça ne veut absolument rien dire. Quand vous êtes urbain à Châlons en Champagne, vous n'avez pas la même réalité urbaine que quand vous êtes à Paris ou à Toulouse, bien évidemment. La question est-ce que vous vivez ou non dans la sphère des grandes métropoles mondialisées? Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement une minorité de gens, 40% en gros, qui vivent dans ces métropoles. Quid du reste de la population? Quid du reste de la population, cette classe populaire? Vous employez le terme de marronnage de la classe populaire. Marronnage, moi je ne savais pas ce que ça voulait dire, je suis allé voir. C'est lié beaucoup à ces esclaves qui s'échappaient des terres de leurs maîtres. C'est un terme très fort que vous employez à dessein, c'est une provocation? Bien sûr, alors il y a l'idée de montrer qu'aujourd'hui, puisqu'on voit très bien après chaque élection, on a cette grande question.
comment raccrocher les classes populaires. Alors avant les élections, d'ailleurs on s'adresse un peu à elles, parce qu'évidemment c'est important pour gagner des élections, mais on voit bien qu'aujourd'hui le magistère de la France d'en haut, qu'il soit d'ailleurs politique, médiatique aussi, parce qu'on voit bien que le niveau de défiance monte aussi de ce côté-là, et aussi universitaire d'ailleurs, est très très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui le magistère de la France d'en haut n'est plus reconnu en bas. C'est vrai dans cette France périphérique, c'est vrai aussi en banlieue d'ailleurs, on l'oublie, les catégories populaires aussi, toutes origines confondues, sont dans une logique de désaffiliation, des affiliations politiques, des affiliations culturelles, et on le retrouve tout bêtement dans des logiques d'abstention très très fortes, de vote pour des partis de type Front National, ou alors de repli identitaire, que, par exemple en banlieue, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ces gens ne se positionnent plus par rapport à un message de la France d'en haut. L'erreur, c'est de penser que le haut influence le bas. Moi, je pense que le monde ne mène pas les idées et que ce qui est important, c'est ce qui va se passer en bas. Donc comment cette société d'en bas est en train de s'organiser? C'est absolument passionnant. Christophe Guilluy, le crépuscule de la France d'en haut. Il n'est pas interdit de réfléchir, surtout en campagne électorale. Et c'est ce que fait votre ouvrage, c'est ce qu'il nous permet. On n'est pas forcément d'accord avec tout, on pourrait en débattre encore des heures, mais ça mérite d'être à nouveau réfléchi. Donc, le crépuscule de la France d'en haut, édition Flammarion. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.